Bonjour à tous. Ça travaille dur. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. On vous propose des nouvelles vidéos qui ont pour thème Je perds du gant en roue libre, où on fait zéro montage, où on va discuter. Hugo me posera peut-être quelques questions, j'en sais rien en fait. Et je vais vous parler un petit peu de mes petites histoires, et avec une opportunité d'avoir ici dans cette cave où j'officie depuis 6 ans, et je vois passer énormément de choses. Et donc c'est un petit peu le bordel, vous constatez, mais c'est normal, ça rentre, ça sort, ça se déplace, ça s'observe, ça se juge. Il y a des petites étiquettes ici pour identifier chaque flacon, donc ça n'est qu'un petit aperçu, mais je vous en ai sélectionné 3 qui ne vont pas rester ici parce qu'elles seront vendues. Et c'est un domaine de cœur parmi les grands crus classés de Bordeaux. Alors je veux dire, oui, encore du Bordeaux, ben oui, mais dans le Nord, c'est aussi ce qu'on a toujours consommé plus et que je pense qu'on consommera encore longtemps. Ça n'empêche pas, bien sûr, d'apprécier toutes les autres régions. Et donc ce domaine en question, c'est la mission Aubryon, qui a une sacrée histoire et qui est souvent un petit peu dans l'ombre du plus historique encore que lui, je crois. Non, j'ai peut-être une bêtise, en tout cas aussi historique que ça, qui est sous la tutelle de Château-Aubryon. Mais c'est pas si ancien que ça, puisque ça remonte à 1983, où le domaine d'Ilon, propriétaire déjà à l'époque de Château-Aubryon, a racheté ça. Bon, antérieurement, ça remonte au XVIe siècle, c'est 1500 quelque chose. Bref. Alors, pourquoi je vous disais un peu de cœur? Parce que j'ai eu la chance, plus récemment, mais quand je dis plus récemment, c'est dans les années 2000, d'accueillir Monsieur Delmas, Jean-Philippe Delmas, le fils du paternel qui a permis de faire évoluer le vignoble dans les années 60 et jusqu'à plus récemment. Et donc Monsieur Jean-Philippe Delmas vient faire une dégustation à Lille pour un grand club œnologique, et il amène tous ses vins du domaine Clarence d'Ilon, comprenant Aubryon blanc, Aubryon rouge, la mission Aubryon, la tour Aubryon, la ville Aubryon, etc. Et c'est avec mes apprentis sommeliers à l'époque qu'on a assuré le service pour à peu près 60 personnes, une soirée quand même historique, vous en doutez. Et puis en plus, j'avais la charge de faire les commentaires derrière. Et donc, à l'issue de cette soirée, j'ai eu l'occasion, pendant un dîner bien sympathique et convivial, après cette dégustation, j'ai eu l'occasion de demander à M. Delmas s'il serait d'accord pour recevoir notre classe d'apprentis sommeliers pour un voyage de fin d'année à Bordeaux. Et il nous a dit, mais avec grand plaisir, et donc vous en doutez, on l'a fait. À partir de là, les apprentis ont fini leur formation d'1 an en tant qu'apprentis sommeliers, et ils ont découvert le vignoble bordelais qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart, et ça s'est fait sur différents domaines. On aura l'occasion d'en reparler, puisqu'il y a eu au moins 5 ou 6 visites autour des Graves, Pessac, Léognan et de Sauternes aussi. Et donc ça s'est clôturé avec la visite de Mission Aubryon, puisqu'en fait ce château a été le parrain de notre section, le parrain de la section sommellerie 2001, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, propriété d'une 20aine d'hectares, je ne rentre pas dans le détail technique, l'âge des vignes, etc., densité de 10 000 pieds, même si je viens de le dire, mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir que cette propriété, vers les années 1600, a été gérée par les lazaristes, d'où cette petite croix ici, qui ressemble d'ailleurs à la croix des Templiers, ou alors c'est celle-là. Et donc, un millésime 79, à l'époque, moi j'étais pas encore sommelier, et ce qui est intéressant d'observer, c'est le bon état de conservation de ce vin-là. Et ce qui m'a toujours surpris dans les vins de Mission Aubryon, c'est l'intensité colorante. Et là, on n'en est pas dépourvu, mais pour un vin de cet âge-là, vous faites le calcul, 79 jusqu'à maintenant, un petit peu plus de 40 ans, 45 ans, si je ne dis pas de bêtises, 44 ans, qu'importe, selon la date de vendange ou la mise en bouteille, c'est que j'ai des bouteilles plus anciennes, et là j'ai un 65, plutôt considéré comme année légère, normalement des vins qui se dépouillent dans le temps. Et la particularité de ce 65, qui n'a pas été béni des dieux, d'abord c'est qu'elle est encore sur le marché, mais si j'utilise ma petite torche de téléphone, alors on va peut-être pas voir grand chose, mais en tout cas moi je vous en parle, c'est qu'on a une intensité colorante incroyable, au point que je distingue à peine un petit faisceau rubis au travers de cette coloration là. Voilà. Donc le millésime on l'oublie,
Et j'ai oublié de vous préciser que j'ai un 1945 à vous partager, entre guillemets, pas en dégustation. Et donc, restez avec nous. Et j'y viens de suite d'ailleurs. Et petit aparté, sous la vidéo, 2 liens. Les bases du vin gratuites en 30 minutes. Et le deuxième lien, la formation vidéo d'une quinzaine de séquences, 14 ou 15 séquences, durée un peu plus de 3 heures, pour être la personne qui sait choisir sa bouteille en toute autonomie. Et cette formation s'appelle L'art de trouver sa bouteille. Voilà. Et ce millésime 45 est incroyable. Bon, bien sûr, l'étiquette elle est en bon état, vous le voyez, c'est poussiéreux, c'est tout ce qu'on veut, c'est un petit peu écorché. Et autre particularité, c'est la longueur du liège qui fait facilement le maximum des 55 mm. Et la particularité de ce liège, c'est qu'il commence un tout petit peu à perdre de son adhérence, il colle un petit peu moins à la paroi, contrairement à celui-là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir faire la différence avec la lumière. Là, ça colle parfaitement, on croirait même qu'il n'y a pas d'épaisseur de verre, alors qu'ici, on le distingue un peu. Donc là, petit signe que cette bouteille, il va falloir la consommer, mais ça sera, j'aurai pas ce plaisir-là. Et autre remarque, un niveau, pour cet âge-là, un niveau qui est, voyez, non pas au bas du goulot, non pas à haute épaule, mais qui est plutôt à mi-épaule. Vous voyez, donc mi-épaule, c'est tout à fait honorable. Et là aussi, point très important quand on veut vérifier l'état des bouteilles pour leur donner une estimation, c'est aussi d'observer la couleur. Et là, c'est impressionnant parce que je ne vois pratiquement rien, je ne vois plus de faisceau rubis avec ma torche. Il faudrait une lampe puissante. Et sur une faible épaisseur de verre, vous voyez qu'on est au niveau du fût de la bouteille, là, je peux observer la couche de dépôt qui n'est pas si importante que ça. Et avec cette observation, le nuancier de rouge brique un petit peu, qui permet d'être mieux cerné et bien sûr qui traduit cet âge très ancien. Voilà, donc bouteille exceptionnelle que ce 45, et je vais pouvoir par la suite vous parler d'autres 45 que j'ai également à ma disposition. C'est pas tous les jours et c'est pas à chaque vente. Donc voilà pour la petite histoire de Brouillon. Alors oui, par contre, au niveau dégustation, il y a une particularité, c'est que bien sûr, selon les millésimes, selon l'insolation qui a été bénéfique au raisin, le choix de la date de vendange, les équilibres entre sucre et acidité pour cueillir des raisins qui soient aboutis, qui soient dans leur meilleure expression aromatique. On parle plutôt de maturité physiologique, c'est-à-dire qu'on peut obtenir la maturité suffisante en sucre du raisin, encore faut-il que la peau du raisin soit suffisamment mature aussi pour que les tanins qui se trouvent principalement dans la peau n'apportent pas à la macération, à la vinification, des saveurs un petit peu âpres, vous voyez, un petit peu difficiles et manquant de maturité. En tout cas, sur cette situation de millésime, il y a une particularité intéressante, c'est que c'est la périphérie de Bordeaux. Et vous savez très bien que Bordeaux, comme toutes les métropoles, s'est beaucoup agrandi, et ce qui fait qu'il y a une forme de microclimat, et il peut y avoir 2 degrés d'écart pour ces propriétés autour de Bordeaux, Pessac, Léognan, etc. Il peut y avoir 2 degrés d'écart par rapport au reste du vignoble bordelais sur la rive gauche de la Garonne. Donc, au niveau dégustation, quand on ouvre une bouteille récente, c'est pas donné bien sûr, et ça se compare pas avec les vins anciens, on a des arômes de petits fruits noirs, on a des arômes qui peuvent être interprétés comme de la mûre, du cassis, et quand on parle du cassis, c'est surtout lié à la dominante du cépage Cabernet Sauvignon entrant dans l'assemblage. En général, c'est à peu près les 3/4, et ça varie d'un domaine à l'autre. Et puis, indépendamment de ça, selon les millésimes aussi, un côté un petit peu plus rôti dû à une insolation très forte, comme c'était le cas en 45, on aura des notes un peu figuées, un peu épicées, même si ce n'est pas la vocation du Bordelais. Et c'est ce qui permettra en bouche d'avoir un certain velouté, une qualité de tanin, une densité, parce que c'est des rendements qui ne sont pas, qui ne sont pas trop importants. En général, c'est 40-45 hectoliters pour ce secteur-là. La moyenne française est de 60 environ. Et donc l'appréciation de la constitution de bouche, de la densité, l'importance des tanins pour cet équilibre, cette harmonie est liée également à la géologie du domaine. Donc on parle beaucoup d'argile, on parle de graves qui sont ces cailloux roulés issus
des mouvements géologiques, en particulier la montée des Pyrénées, le retrait des océans, etc. Donc tout ça a contribué à ce que le sol de grave, qui est la particularité essentielle de ce secteur-là, apporte une finesse de tanin incomparable. Et pour le peu qu'il y ait des argiles un petit peu sablonneuses, vous voyez, le sable qui vous glisse entre les doigts, ça contribuera également à cette finesse. Et donc ces arguments gustatifs, aromatiques selon l'insolation, etc., sont très intéressants par rapport au millésime 45, puisque ce millésime-là avait une particularité, c'est qu'au mois de mai, il a gelé fortement et le vignoble, en général, a perdu 80% de sa récolte. J'ai bien dit en général, mais ça, c'était le cas de Mission-Brouillon. Ça veut dire que le peu de récolte qui restait a bénéficié aussi de phénomènes de concentration. La vigne, qui a alimenté le peu de raisin qu'elle avait, elle a apporté une richesse aromatique, un potentiel exceptionnel. C'est pour ça que 45 est devenu un millésime de légende. On pourrait évoquer aussi 61 de la même façon bien plus tard. Donc voilà pour cette magnifique bouteille qui sera mise en vente, bien sûr. Et je termine avec le 79 qui, contrairement au 45, n'avait pas gelé. Et contrairement au 45, l'été n'était pas si chaud que ça, puisque c'était plutôt frais et humide, il n'y avait plus beaucoup. C'est ce qu'on m'avait raconté à l'époque concernant ce millésime-là. Par contre, juillet-août était très très sec, mais les intempéries du printemps ont décalé le cycle de la vigne, et ce qui fait que ça s'est vendangé très tardivement. Et ce vin-là, en quelque sorte, un petit peu sauvé des conditions climatiques, a été un millésime de croissance très très lente, un millésime de garde, et qui sait si ce 79 ne serait pas encore délicieux, en tout cas vu l'état de la couleur. Voilà. Bien, en tout cas, j'espère que cette petite histoire vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vraiment ça vous a plu ou s'il faut faire les choses autrement. En tout cas, voilà, c'était notre épisode numéro 1 de Sperdugue en roue libre, entre guillemets. Et puis, n'hésitez pas à nous liker et à partager cette séquence de vidéos. Et voilà, à bientôt, merci.